Bonjour tout le monde. On va jouer un peu chef d'entreprise aujourd'hui. Donc, qui connaît déjà un petit peu les outils que Yves et moi ont créé, le Business Model Canva, Value Proposition Canva? Qui est assez nouveau à ces outils? Jamais entendu parler. Donc, on est moitié-moitié. Donc, on va commencer lentement, puis on va aller plus vite après. Donc, on va quand même parler un petit peu des outils dans ces deux livres-là. On a vendu plusieurs millions d'exemplaires, mais ce qui est intéressant, c'est que les entreprises utilisent. Mais on a quand même constaté 2-3 choses qu'il faudrait rajouter. Donc, certains d'entre vous, vous connaissez un peu le Value Proposition Canva, pour rendre explicite comment je crée de la valeur pour les clients. Le Business Model Canva, pour rendre explicite comment je crée de la valeur pour mon entreprise. Et ici, quand on est dans une entreprise plus grande, il faut regarder le portfolio. Donc, c'est le portfolio de tous les business que j'ai, chez Total, chez Nestlé, on verra des exemples. Quand j'ai une entreprise, j'ai rarement qu'un seul business model. Même les petites entreprises, ils ont souvent plusieurs business models. On va regarder ça un petit peu. Donc, notre but ici, le but déjà initialement avec le Business Model Canva, c'était de créer un langage partagé pour pouvoir discuter d'un sujet stratégique. Dans ce cas-là, c'était le business model. Puis je vais juste illustrer pour ceux qui ne connaissent pas encore le business model Canva. On va travailler avec après. Donc on ne va pas juste parler, on va vous faire travailler. D'accord? 50 minutes du blabla de Yves et moi, ça c'est pas intéressant. Donc, il faut bosser. Donc, si on prend une conférence comme TED, donc assez similaire à USI, si on veut, grande conférence, public cible, des innovateurs, un peu comme nous, comme vous. Chez TED, c'est sur invitation, donc il y a un certain nombre limité qui peuvent accéder, donc c'est assez privilégié si on est invité à parler ou venir écouter chez TED. Et il y a un fee qu'on paye qui était au départ autour de 5 000 $, je crois, pour 2 jours ou quelque chose comme ça. Donc, business model de base. Donc, qu'est-ce qu'il faut dans les ressources clés pour pouvoir rendre ça possible? Donc, il faut un staff, il faut la curation. Donc, qui va parler, qui va venir parler chez TED? Qui d'entre vous a déjà regardé une vidéo TED en ligne? Vous voyez, donc c'est vraiment des speakers assez intéressants. Les activités, c'est quoi? C'est organiser la conférence. Donc, les activités, c'est quelque chose qu'on fait pour rendre cette proposition de valeur pour les clients possible. Et derrière, il y a des partenaires qu'on peut dire, c'est les conférenciers qui font inviter, etc. Et ça nous donne un peu les coûts de la conférence, logistique, etc. Donc, vous voyez, très brièvement, le business model de TED ou USI, si on veut, assez similaire, sur une feuille. Donc là, il faut aussi rajouter peut-être une autre source de revenus. Donc, comme toutes les conférences, eux, ils ont une très grande visibilité. On verra aussi comment ils sont allés d'une niche vers quelque chose de plus grand. Ils attirent des sponsors et ils ont des revenus. Donc ici, c'est les revenue streams du sponsorship. Donc, avec un langage très simple, j'arrive à illustrer un business model. Ici, j'en ai pris un qui est peut-être un peu moins courant. Ce n'est pas une boîte typique, c'est une entreprise autour d'une conférence. Maintenant, on a vu que ce business model Canva était assez pratique pour beaucoup de gens autour du monde. Donc, on a vu que vraiment partout, les gens aux États-Unis, Amérique latine, Europe, Asie, partout, ils ont adopté ce langage partagé. Mais on a aussi constaté, quand on a regardé comment les grandes entreprises utilisent ces outils, qu'il y avait 3 défis. Le premier défi, si on veut, c'est qu'innover dans une entreprise, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a des défis qui sont différents des défis d'exécution. Donc, on va vite regarder une vidéo pour comprendre, c'est dire quoi cette idée d'une entreprise ambidextre. Qui a déjà entendu parler d'ambidextre? C'est quoi? C'est pas très difficile à comprendre, mais c'est ça qui nous empêche souvent d'innover dans les entreprises existantes. Thinking about business models in existing companies is slightly different than in a startup. The best way to look at it is by drawing a continuum between improving existing businesses that a company has, inventing new businesses that a company plans to build. On the left-hand side, you have one or several existing business models. The company knows them well, and the entire organization is trimmed to execute and incrementally improve them. Here, the company operates in a known environment with existing customers and a good understanding of the market. In such a known environment, it is possible to make relatively accurate forecasts about sales and predictions about growth.
Hence, the left-hand side is all about executing and improving known business models or improving them incrementally. On the right-hand side, you have one or several new business models that the company is trying to develop. The models are far from proven, and the organization is still experimenting with them. Contrary to the improve end of the continuum, inventing is usually done in an unknown environment. Predictions such as sales forecasts or growth numbers are practically impossible to make at the early stages. The company is still developing a good market understanding, hence the right-hand side is all about the search for business models that work. The rules of the game are almost totally different on the opposite ends of the continuum. For existing business models and their improvement, you make business plans with performance projections. You evaluate people on how they meet those projections. Failure is not an option. When it comes to new business models, detailed plans are worthless. Projections don't make sense for yet unproven business models. What you really want to do is perform many small experiments to test the hypotheses of your unproven business model. You will learn from these continuous small bets, which will allow you to improve, adapt, or pivot your business model until you've made sure it will really work. Existing and new business models require completely different thinking, different rules, and different organizational structures to succeed. Donc ça, c'est le premier défi, que ce monde d'exécution et le monde d'innovation, c'est complètement différent. Qui vit, entre vous, qui vit dans le monde d'innovation? Levez les mains. Qui pense que l'innovation dans les entreprises existantes, c'est très, très difficile? C'est la raison. Parce qu'on applique les règles d'exécution, il faut livrer, il faut faire un plan, on les applique ici. C'est la meilleure manière de tuer l'innovation. Qui d'entre vous est dans une entreprise où on demande de faire des business plans? C'est la meilleure manière de maximiser l'échec. C'est d'une stupidité sans comparaison. Pour l'innovation, le business plan, c'est un super outil d'exécution. On verra ça un peu plus clair après. Donc après, le deuxième grand défi, c'est quand j'ai une entreprise existante, prenons Nestlé, je n'ai pas un business model, j'ai plusieurs business models, plusieurs produits, plusieurs marques. Donc comment on gère ça? Pas avec un business model Canva ou un value proposition Canva. Il faut essayer de gérer ça. Yves va faire un petit exercice avec vous pour regarder comment on peut gérer une multitude de business models. Et troisième chose qui est important à comprendre, c'est que la culture dans l'innovation est essentielle. Et c'est une culture qui est différente de la culture d'exécution. Ce n'est pas que l'un est juste et l'autre est faux. C'est deux cultures qui doivent vivre sous le même toit. C'est essentiel de comprendre comment on peut gérer ce type de choses. Donc, l'innovation dans les entreprises existantes, c'est compliqué, surtout parce qu'il y a des mythes qui sont tout simplement pas justes. L'idée, ce n'est pas si important, c'est le processus de testing. La culture est essentielle. Ce n'est pas un problème d'exécution, c'est un problème de recherche, si on veut. Donc, on va regarder un petit peu ensemble comment on peut créer une culture d'innovation. On va parler d'un nouvel outil qu'on a créé, c'est le Portfolio Map. C'est l'idée qu'on a un portfolio différent pour l'exploitation et l'innovation. On va vous expliquer. Donc, il y a 3 sujets qu'on va traiter ensemble. Yves va parler de portfolio. On va faire un petit exercice. Après, on va regarder ce que ça veut dire de gérer un portfolio d'exploitation des business models existants. Et finalement, on va terminer avec cette idée de nouveaux business models. Qu'est-ce qu'il faut faire différemment pour arriver à innover? Yves, je te passe la parole. Merci. Alors, portfolio. Ce qu'on voulait, quand on avait utilisé le business model Canva depuis très longtemps, on voulait un outil qui permette de visualiser sur une page l'ensemble des modèles d'affaires d'une entreprise. Et je vais essayer de montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, on voulait une page dans laquelle une notation, aussi un langage partagé dans l'entreprise, où on pourrait représenter l'ensemble des modèles d'affaires sur 2 axes essentiellement. Un, le rendement, disons le retour éventuellement plus ou moins grand, et puis le deuxième axe qui était le risque plus ou moins grand qu'encourent certains de ces modèles d'affaires au sein de l'entreprise. Et je vais essayer d'illustrer. On voulait représenter 3 choses. Un, on voulait représenter le positionnement.
Et donc de pouvoir dire, voilà, les modèles qui sont ici en haut, c'est les modèles les moins risqués et ceux qui contribuent le plus à la bonne marge de l'entreprise. Ceux-ci, c'est des modèles qui sont peut-être contribuants, un peu moins peut-être, mais qui sont assez peu risqués, donc on peut protéger, qu'on peut garder, qui sont protégés par des contrats d'exclusivité ou des brevets. Et puis ceux-là, ici à gauche, c'est des business models où le risque est plus élevé, on verra des exemples assez concrets dans un petit moment, mais où le rendement reste bon, où le retour, où le revenu reste correct. Et puis ceux-là, c'est ceux qu'on essaye d'éviter ou qui sont émergents. Ça, c'est la première chose, donc le positionnement. La deuxième chose qu'on voulait aussi représenter dans l'histoire d'une entreprise, c'est des évolutions. De montrer qu'il y a un business model qui peut émerger, il va croître, on va diminuer peut-être le risque correspondant, et puis tout d'un coup, il va faire beaucoup plus d'argent. Mais on a aussi le phénomène inverse. On peut avoir des business models, entre guillemets, qui déclinent d'une certaine façon et qu'il va falloir soit repousser, soit éventuellement arrêter. Et on verra ça. Et la troisième chose qu'on voulait représenter, c'était des actions pour gérer un portefeuille. Donc des actions qui pouvaient être, OK, on va essayer de dérisquer ou d'augmenter le profit ou le retour de cette entreprise. C'est ce qu'on va appeler improve. C'est ce qu'on a appelé improve dans la vidéo précédente, ici améliorer. On peut aussi vouloir faire des acquisitions pour renforcer un modèle qu'on a ou bien pour l'intégrer dans notre portefeuille. C'est les entreprises, c'est une grosse pratique pour certaines entreprises d'acquérir des entreprises extérieures, ou on peut dans certains cas vouloir sortir des modèles de notre portefeuille, soit le revendre, soit faire une spin-off, soit l'arrêter. C'est les trois choses qu'on voulait faire. Et puis maintenant, je vais essayer de vous suggérer un petit exercice. D'accord ? On va pratiquer l'illustration. Je vais le faire de façon assez concrète en reproduction. Donc Nestlé est une entreprise près de Lausanne, en tout cas son siège près de Lausanne, une entreprise mondiale. Et récemment, en mars, Mark Schneider, le CEO de Nestlé, a fait sa communication aux actionnaires sur les résultats de l'année 2018. D'accord ? Et il a produit un certain nombre de transparents et il a fait sa conférence. On en a extrait avec Alex trois petits extraits et je vais vous demander de pratiquer l'illustration de ce petit outil que vous venez de découvrir en 3 minutes avant. D'accord ? Donc, vous recevez d'une part ce que nous on appelle business model portfolio, avec les deux axes, on l'a vu, le risque, le revenu. Vous recevez aussi une petite feuille à l'intérieur qui vous donne, pas celui des marques, vous le retournez, il y a les marques de Nestlé, mais ça nous intéresse moins. D'accord ? Et vous avez quelques informations qui sont des slides qui ont vraiment été utilisées par Schneider pendant sa représentation. Et vous avez des étiquettes autocollantes qu'on vous demande de mettre au bon endroit. C'est assez clair ? Okay, donc ici, vous allez d'abord utiliser les étiquettes bleues. D'accord ? C'est celle du début. Et en fonction de l'information que vous trouvez sur la note de Schneider, voilà, cette feuille-là, essayez de trouver, de voir sur cet axe, juste l'axe vertical ici, le cœur de métier de Nestlé. D'accord ? Donc vous détachez les autocollants et vous essayez de les mettre au bon endroit. On n'utilise que les bleus au début, on va utiliser ceux sur lesquels il y a des petites images dans un deuxième temps. Ça devrait vous prendre maximum 3 minutes. Parce qu'il n'y a que 7 post-it à mettre, 7 autocollants à mettre, et ça permettra d'avoir sur une feuille l'ensemble des familles de modèles d'affaires de Nestlé. Juste les bleus pour commencer, hein ? Juste les 7 premiers bleus tout au début des autocollants. Ouais, exactement. Juste les bleus. Donc c'est sur le cœur de métier, on va les mettre tout à fait à droite. Ici, c'est a priori des modèles non risqués, c'est des problèmes, en tout cas qui ont ramené tous de l'argent, entre 8 milliards et à peu près 24 milliards, à Nestlé. Donc c'est des modèles qui contribuent, mais plus ou moins fort. Juste les bleus.
OK, encore une minute pour faire... Si, ça va vite. OK, on va s'arrêter. Je vais vous montrer à peu près comment nous, on aurait positionné. C'est juste un positionnement. Donc, pour le moment, on va se servir essentiellement de cette information qui apparaît sur un des slides de Schneider, dans lesquels il va dire que boissons santé sont positionnés d'une certaine façon. C'est un positionnement a posteriori, c'est les résultats de 2018. Donc, c'est maintenant, il regarde son portefeuille, il a 7 catégories de produits, 7 catégories de business, les boissons, la nutrition, le produit laitier, la nourriture pour chiens, les mets préparés. Et ça, c'est ce que ça a rapporté à Nestlé. Ça, c'est la grille que nous avions. Dans d'autres slides, il montre aussi le profit correspondant. Et là, bien sûr, la répartition sera un peu différente. C'est un positionnement. Maintenant, il y a des gens qui ont aussi été regarder ce qui se passait du côté de la croissance. Et donc, ils ont fait une petite différence en disant nutrition, il est un peu plus à droite que les os, et pet care est aussi un peu plus à droite que les mets préparés. On peut comprendre. Mais on n'a pas d'informations pour nous dire explicitement qu'il y avait un risque plus ou moins fort sur ces modèles d'affaires. Par contre, pour la suite, là, on va vraiment trouver des informations dans la lettre qui va montrer pour essayer de faire autre chose et de montrer, avec les étiquettes qui restent, d'essayer maintenant de montrer en quoi le portefeuille de Nestlé en 2018 a changé, a bougé, a été pour certains business plus risqué que d'autres et ils ont plus ou moins amélioré les choses. Donc là, on a cette fois-ci des zones qui apparaissent ici sur le portfolio, des choses qui sont des business plus risqués pour eux, des choses dont ils ont décidé de se séparer, ou des choses dont ils ont fait l'acquisition pour renforcer certains modèles. Et c'est ce que je vais vous demander de faire aussi en 3 minutes, donc d'essayer de voir comment ce portefeuille a évolué, a bougé, avec des parties plus risquées, des parties acquises et des parties sorties de Nestlé, du portefeuille Nestlé. Et à la fin de ça, on aurait une vision sur une page, comme on voulait, de comment s'est développé le modèle d'affaires de Nestlé. Okay? Et ça devrait nous prendre aussi à peu près 3 minutes, puis après on verra ce que veut dire améliorer et inventer. Donc ça, ce sont les étiquettes qui ressemblent plus à des marques, comme ça c'est plus facile à retenir ce que c'est Atrium ou bien Erta. Voilà. C'est le plus facile. OK, 1 minute pour mettre les derniers. Les premières équipes ont fini. Les meilleurs, bien sûr, bien sûr.
OK, donc on va essayer de regarder, c'est assez facile, les informations sont pratiquement écrites pour nous. Il nous dit explicitement, voilà, j'ai des choses que je veux fixer ou j'ai des choses qui sont under strategic review. Ce sont des grosses questions que je me pose pour ces modèles-là. Donc c'est des modèles d'affaires pour lesquels il dit, ouah, il faut faire soit améliorer, soit éventuellement il faudra peut-être arrêter certaines choses. Et on retrouve les produits pour bébés, on retrouve des produits cosmétiques, on retrouve du lait sur le marché chinois et on retrouve de la charcuterie Herta dans les mets préparés. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est des business que lui va considérer comme risqués. La deuxième chose, on voit ici, sur la deuxième partie, ou la dernière partie de notre feuille, on voit des informations qui ont été, des business models qui ont été revendus ou qui ont été acquis. Des investissements, ils sont sortis du sucre de la confiserie qu'ils ont revendu à Ferrero et ils sont sortis de l'assurance vie qu'ils ont revendu à un groupe Western Southern. Ils ont fait des acquisitions, des grosses acquisitions. La licence Starbucks pour le monde entier, c'est 7 milliards. Blue Bottle, qui est une sorte de Starbucks californien. Atrium, qui est une société de nutrition canadienne. Tailscom, qui est une sorte de Nespresso, c'est-à-dire qu'on envoie de la nourriture pour chiens par la poste. Et puis Sweet Earth, qui sont des mets préparés. Donc voilà, on a une page, c'est ce qu'on aurait bien voulu avoir. C'est l'ensemble, la vision un peu du modèle d'affaires de Nestlé. Ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on le reproduit a posteriori sur base des informations que lui a bien voulu nous donner quand il a fait sa conférence. Bien sûr, le rôle du CIO, c'est différent, c'est de construire ça. C'est de décider pourquoi il veut éventuellement se poser des questions là-dessus, qu'est-ce qui cloche, est-ce que je peux encore l'améliorer, est-ce que je vais peut-être décider de le revendre. Et en mai, d'accord, ils ont revendu ce business model qu'ils avaient essayé d'améliorer. Il n'était plus aligné avec la stratégie, qui est plutôt dans le food et moins dans les cosmétiques. Et ils sont en train de se séparer de ce business model pour à peu près 10 milliards. D'accord, donc c'est un gros désinvestissement. Mais ici, nous, on a fait, c'est reproduire. C'est montrer, oui, c'est possible d'avoir une vision un peu complète d'un portefeuille de modèle d'affaires. Une chose qu'on a vue dans la vidéo, Alex a insisté, c'est deux mondes différents, l'exécution. Ici, on vient de photographier un peu quelque chose qui est plutôt de ce monde-là. La preuve, c'est que ça s'est fait a posteriori. On n'a pas regardé celui-ci. Et donc, nous pensons qu'en fait, on a intérêt à séparer ces deux portefeuilles. Le portefeuille dans lequel j'ai les modèles d'affaires, c'est un peu ce qu'on vient de faire avec Nestlé. Et puis, de l'autre côté, un autre portefeuille avec tous les modèles qu'on a en gestation dans notre entreprise, qu'on est en train de préparer, tester, évaluer, qui seront un jour en exécution, c'est ce qu'on espère, pour remplacer des business models déclinants de l'autre côté, ou éventuellement pour venir compléter ou booster certains modèles. C'est ça qu'on voudrait bien regarder, et on va en fait regarder les deux. Et ça, c'est notre vision finale du portefeuille, et vous l'avez vu sur la vidéo d'introduction, le slide d'introduction. Un business model vert ici dans lequel on essaye d'inventer des nouveaux business models d'affaires. On a des idées, on les teste, ils sont dans l'incubateur, dans le centre d'innovation, dans le laboratoire d'innovation. Et puis, du côté du rouge, des choses qu'on essaye d'améliorer, de tuer, d'acquérir ou que sais-je. On vient un peu de le jouer avec Nestlé. Et Alex va, dans un premier temps, regarder un peu ce que veut dire améliorer un modèle, voir un peu le genre de technique qu'on peut faire et dans quelle mesure le portfolio nous aide à visualiser l'évolution, l'amélioration. Et je reprendrai la main pour la partie invention après. Ah oui, juste une petite chose. Quand on voit tous les modèles de Google, ben voilà, c'est un peu ce qu'on aimerait bien avoir in fine. On ne va pas le commenter, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Ok, donc maintenant, on a vu un peu la grande vision stratégique au niveau de CEO. Et là, on va zoomer dans un business model pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur d'un business model existant ici, si on prend une division, une catégorie. Donc l'idée, si on prend ce portefeuille d'exploitation, évidemment, c'est qu'une entreprise, quand elle démarre, on va essayer de la croître, grandir, et puis on va essayer de protéger. Et parfois, évidemment, un business model expiration. Comme un yogourt dans le frigo, il y a une date d'expiration sur les business models. Donc il faut toujours être conscient qu'il faut se réinventer. Pas seulement créer du nouveau, mais d'améliorer ce qu'on a déjà. Donc nous, on s'est dit, on peut utiliser comme un peu les techniques d'architecture. Si on prend l'architecte, quand il fait une rénovation, une sorte de papier calque. On voit le plan de base et on met un papier calque dessus pour dessiner sur le bâtiment existant. C'est la même chose dans les entreprises. On prend un business model, on essaie de le rénover et de l'améliorer. D'accord ? Donc nous, on appelle ça des business model shift. D'aller du vieux
vers le nouveau, mais tout en utilisant le vieux. D'accord? Donc on va regarder ça. Nous, on a défini 10 chiffres différents. Il y a des chiffres connus comme partir de produit vers le service, de low-tech vers high-tech, ou l'inverse, high-tech vers low-tech, ou d'aller de vente vers une plateforme. Nous, on va regarder spécifiquement, avec l'exemple que j'ai montré au début, d'aller d'une niche vers une masse. Donc un marché de niche vers un marché de masse. Et pour ça, on va utiliser le business model que je vous ai montré au début, le business model de TED. Donc ce que vous allez faire, je vais vous montrer. On va prendre ce business model initial, donc ça c'est le vieux. On va mettre comme un papier calque dessus. On va regarder comment ils sont passés d'une conférence assez niche, si on veut, avec quelques milliers de personnes, vers un phénomène de masse avec les vidéos, les TED Talks. Vous avez tous levé la main parce que vous avez tous regardé une vidéo de TED. Alors la question, c'est comment l'ancien business model a changé avec cette nouvelle idée d'aller vers les vidéos. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser ce petit business model ici. Et sur ce papier-là, on n'a pas le papier calque. Vous imaginez le papier calque que vous mettez dessus. Ce que vous avez, c'est l'ancien business model que je vous ai montré au début. Donc pour ceux qui sont venus plus tard, il faut rattraper. Et je vous donne les éléments du nouveau business model. Donc des vidéos, il y a maintenant du gratuit, à produire des vidéos, infrastructure, site web, etc. Vous allez vous poser la question, je mets ces éléments-là dans quelle boîte du business model Canva? Pour rendre l'exercice un peu plus simple, on a mis des chiffres ici avec Yves et des lettres ici. Donc vous allez juste faire des combinaisons. Ça va où? Ça va au 5, 7, 1, 3, 2. Donc je vous donne peut-être 3 minutes pour rapidement mettre les bons couples. On y va, 2-3 minutes pour créer le nouveau business model des vidéos pour TED, quand ils sont passés d'une conférence vers les vidéos. Encore? Désolé. Encore 1 minute. « 30 secondes. OK. On a regardé ensemble. On voit ceux qui s'intéressent à innover vraiment. Vous avez fait l'exercice. Les autres qui n'ont pas fait l'exercice, votre entreprise va disparaître dans 5 à 10 ans. Bonne chance. OK. Donc l'idée ici, c'est comment changer un business model existant. Donc ici, ils sont passés de la conférence vers conférence plus vidéo. Donc le plus simple, vidéo, c'est la proposition de valeur.
c'est quoi maintenant? C'est un chiffre dans le public d'un marché niche de gens qui viennent à la conférence vers une audience globale, mais vraiment globale, on verra après. Et le canal de distribution, c'est le site web. Maintenant, ils sont passés d'une relation privilégiée vers une relation un peu impersonnelle. Là, vous n'aviez pas de sticker. Et ici, surtout, on passe d'une conférence qui coûte 5 000 $ vers le gratuit. D'accord? Donc maintenant, derrière les coulisses, si on veut, on a des choses à créer, à faire pour pouvoir rendre ça possible. Donc maintenant, c'est une boîte de production de vidéos, d'accord? Et il y a des coûts de production de vidéos. Donc la structure de coûts change sur la base de l'infrastructure qui change. Et puis finalement, maintenant, c'est vraiment une entreprise qui n'est pas seulement qui crée des conférences, mais ça devient une plateforme avec une infrastructure IT. Et ici, YouTube devient un partenaire assez important parce qu'il y a des millions et des millions et des millions de vues. Donc on voit comment on peut passer d'un business model ancien vers un business model nouveau avec cette idée de transformation. Et ici, après, il y a quand même une audience globale. Ça veut dire que la conférence même devient beaucoup, beaucoup plus privilégiée. Mais si on est invité, puisqu'il y a seulement un certain nombre de places, ils ont doublé les frais d'inscription de 5 000 à 10 000 $ parce que le brand a augmenté. Donc, c'est plus prestigieux de participer à cette conférence. Donc là, vous voyez la transformation de quelque chose d'existant vers quelque chose de nouveau. Ça veut dire que l'innovation dans les business models, ce n'est pas forcément créer que du nouveau, ce n'est pas forcément que tuer l'ancien, c'est construire dessus, un peu comme la rénovation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Si on regarde ça au niveau de portefeuille de 1, les conférences ont grandi, mais ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent pour toucher plus de monde? Ils ont introduit les vidéos et on est passé vraiment à une croissance presque exponentielle. Et après, vous savez qu'ils ont fait une deuxième transformation. Ils sont passés vers TEDx. Donc aujourd'hui, il y a 4000 conférences autour du monde chaque année. C'est quand même assez gigantesque. Donc il y a 2 shifts de niche vers masse, si on veut. Première vers les vidéos et après même vers le physique. Donc avec des TEDx, des TED-Ed, des TED-Book, etc. Donc là, on a une jolie transformation continue. Donc notre amie à Columbia Business School, elle dit que les entreprises aujourd'hui qui sont performantes sont des entreprises qui sont capables de constamment se réinventer, de constamment changer. Donc, je vais passer la parole à Yves pour un portfolio d'exploration. On verra que c'est quand même une logique très, très différente de la logique d'exploitation. La logique est différente. Donc, on est maintenant ici sur la partie gauche. Là, j'ai dit on va essayer d'inventer des nouveaux business models dans l'entreprise, dans nos centres d'incubation ou bien dans nos centres d'innovation. Et là, la logique est assez différente parce que d'une part, le revenu n'est pas un revenu réel qu'on peut mesurer. C'est des choses qu'on peut espérer, qu'on peut attendre, qu'on aimerait viser. Et ici, le risque n'est pas celui d'une disruption par quelqu'un d'autre. C'est notre propre risque d'innovation. C'est de lancer quelque chose qui ne serait pas assez bon, qui ne serait pas assez prise par le marché et qui serait donc un échec quand je le lance. Et donc, de ce côté-ci, ce qu'on essaie de faire, c'est pousser des modèles à droite. Ce n'est pas de l'amélioration, c'est vraiment de l'invention. On part d'une idée qu'on essaie de faire maturer, qu'on essaie de faire mûrir pour monter ici, c'est-à-dire diminuer le risque et augmenter potentiellement le revenu. Mais c'est un processus très chaotique. C'est vraiment le processus de la création d'entreprise ou de la création de nouveaux business. Donc, on doit faire du design, prototypage, on doit faire du test, parce que sans les tests, on ne sera pas sûr que ce qu'on va mettre sur le marché peut avoir une chance de succès. On va voir ces 2 aspects. Le premier, c'est le test. Le test, c'est quoi? C'est d'essayer de limiter au maximum ce risque d'innovation. Et ça, on ne peut le faire, ce risque d'échec d'un business model, donc d'un futur business, on ne peut le faire qu'en testant les choses, en essayant de voir si les clients vont acquérir. Pourquoi? Parce que quand on imagine un modèle d'affaires dans une entreprise, d'accord, on dit « Waouh, c'est bien, on va faire ça », ça ne reste qu'un ensemble d'intuitions, c'est un ensemble d'hypothèses. On pense que les clients vont aimer, on pense que sans ce canal de distribution, ça ne marchera pas. Et donc, on doit pouvoir tester ça. Ces hypothèses, elles sont de plusieurs natures. Et donc, la nature des tests qu'on va faire sont aussi assez différents. De ce côté-ci du business model Canva, on voudrait bien essayer de voir si les clients attendent notre proposition de valeur, notre produit, notre service. Est-ce qu'ils le veulent vraiment?
De l'autre côté ici, en back-office ou en backstage ici de l'autre côté, on a des tests plutôt de faisabilité. Est-ce qu'on est capable de délivrer? Est-ce qu'on est capable de monter une équipe? Est-ce qu'on est capable de maîtriser la technologie, de créer les processus? Donc ça, c'est de ce côté-ci. Et ici en bas, on a des critères ou des hypothèses plutôt de viabilité, de dire est-ce qu'on peut générer une valeur suffisante, c'est-à-dire un revenu ici qui sera suffisant pour qu'après un certain nombre de mois ou d'années, on compense les coûts qu'on aura à exécuter les choses. Et ces hypothèses, on va les tester, mais avec une grande leçon de la part d'un des fondateurs du mouvement Lean Startup. C'est des choses qu'on ne peut pas faire dans l'entreprise. On ne peut pas poser une question au chef de la production, tu crois que? Non, non, c'est des choses qu'on doit pouvoir faire en sortant de notre confort, en sortant de l'entreprise, en testant avec des clients potentiels de ce nouveau business qu'on aimerait bien lancer à terme. Et ça, c'est une difficulté. C'est une difficulté pour les jeunes entrepreneurs et c'est une difficulté pour les grosses entreprises, notamment par les services légaux qui disent « Oui, mais tu ne peux pas parler à des clients sur des choses que tu n'as pas encore » ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un gros enjeu, mais c'est une des choses. La deuxième chose qu'on peut utiliser comme technique pour essayer de voir si les résultats attendus peuvent potentiellement être significatifs avant de lancer, avant de passer dans le portfolio d'exécution, on ne peut le faire en créant des choses, en créant des alternatives, en disant, ben voilà, j'ai des prototypes différents d'un business model sur base du même produit ou sur base de la même idée. Et ça, c'est une des choses qu'on peut faire en interne en partie, c'est de créer ces alternatives, créer ces prototypes, et puis de les évaluer, de savoir si leur viabilité est plus ou moins forte. En sachant que prototype, ce n'est pas raffiner notre idée de départ, c'est vraiment ouvrir le jeu, c'est ouvrir un certain nombre d'alternatives en espérant que certaines d'entre elles soient meilleures que d'autres. Parce que quand on n'a qu'une idée, même raffinée, c'est toujours la meilleure. Quand on en a plusieurs, on est dans une position où on peut choisir. Et là, il y a cette réflexion d'un ami, Roger Martin de Toronto, qui dit donc c'est la raison pour laquelle, du côté de l'invention, les managers ne sont pas que des décideurs. C'est des gens qui doivent créer des choses. Et créer des choses, ça veut dire utiliser les techniques des créateurs. Donc le prototypage, le storytelling, le brainstorming, l'ideation. C'est des choses comme ça qui doivent pouvoir être de ce monde-là. Maintenant, on pensait, avec Alex, il y a quelques années déjà, qu'on pourrait quand même un peu aider ces gens, non pas à être bons créatifs ou bons designers, mais on pourrait peut-être les aider à réfléchir. Et là, j'ai une petite question. Prenez une minute avec votre voisin. Qu'est-ce qu'il y aurait de commun entre Orange, France Télécom, Nespresso, c'est une machine qui fait des capsules de café, et LCT, je crois que c'est des fitness ici à Paris. Qu'est-ce qu'il y aurait de commun dans leur business model en trois trucs vraiment très différents? Les télécoms, café, et puis ici le sport. Qu'est-ce que vous voyez? Et vous avez les 9 blocs en tête, vous les avez devant vous. Quel serait quelque chose qui... Ah oui, c'est ça qui est le commun entre ces points-là. Et si on a détecté ce pattern, peut-être ça va nous servir pour d'autres. Une minute avec votre voisin, essayez de me dire une chose qui serait commun entre ces trois modèles-là. Ils ne sont pas dans le même modèle d'activité, ce n'est pas le même type de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui est commun? OK. Alors, on va vous suggérer une chose. On va dire, les trois sont dans un monde où les revenus sont assez récurrents. Pas pour la même raison. Certains, c'est l'abonnement. Nespresso, ce n'est pas un abonnement. On verra. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un modèle d'affaires dans lequel on ne doit pas se forcer chaque fois à aller chercher le client pour chaque nouvel achat, mais a priori, il revient assez régulièrement. Parce qu'il a un abonnement qui doit résilier, parce qu'une autre raison. Et on va essayer de... On a mis en évidence, comme tout à l'heure Alex a vu des chiffres, on a mis en évidence une sorte de pattern, des mécaniques, comme on l'a appelé, des business model mechanics, dans lesquels on en a vu un certain nombre, et je vais en illustrer une ou deux, c'est-à-dire des choses où on dit, tiens,
Si on regarde par exemple la partie revenus récurrents, comme on vient d'évoquer, c'est quelque chose qui se passe très fort à gauche et qui relie le fait qu'il y a un flux de revenus qui vient de clients et qui est peut-être protégé par une sorte de verrouillage qui existe quelque part. Et je vais essayer de le montrer avec Nespresso. Nespresso qui n'est pas un système d'abonnement, hein, c'est des capsules que vous achetez à la capsule, enfin une boîte de 10 capsules. Donc c'est une société qui s'est créée dans le monde Nestlé, mais complètement séparée. Ce n'est pas une amélioration d'un modèle existant, c'est un nouveau modèle, et qui est un modèle un peu de cette nature-là. Il y a des machines qui sont vendues à des familles ou à des bureaux, et puis il y a des capsules. Et les capsules, elles ne sont pas vendues par les détaillants, mais en vente directe, correspondance, internet, magasin, mais c'est Nespresso qui est en contact avec le client. Il y a un revenu qui vient là. Et pourquoi est-il récurrent? C'est que quand vous avez acheté une machine, si vous voulez boire du café, il faut acheter des capsules que Nespresso. Ou en tout cas, pendant très longtemps, ça a été comme ça, pendant plus de 25 ans. Et c'est verrouillé par le fait qu'il y a ici une ressource qui soit un ensemble de brevets qui fait qu'on ne peut pas créer des capsules qui rentrent dans les machines Nespresso. Donc, si vous voulez boire du café, il faut revenir chez eux, soit en ligne, soit dans le magasin. Alors, si vous regardez cette mécanique de ce petit flux qui existe comme ça, qui fait que c'est là, qu'on est scotché chez eux, qu'on a un fil à la patte et qu'à cause de ça, chaque fois qu'on va venir, on achète, on a ce revenu récurrent pour acheter ça, c'est ça qu'on appelle une mécanique. Et on en a vu un certain nombre. Et cette mécanique, elle a été assez efficace et on va voir quelques évolutions. Ce n'était pas le premier modèle de Nespresso. Quand Favre, qui est l'inventeur de cette capsule et de cette machine, lance le truc fin des années 70, d'accord, comme il est dans Nestlé, qui est une société B2B, c'est-à-dire que vous n'avez pas de magasin Nestlé, mais vous trouvez les produits Nestlé à l'intérieur des grandes surfaces, il a eu la même idée. Il s'est dit, moi je vais joindre ses clients par un canal de distribution qui seront des partenaires. Ce modèle-là, en 87, a failli échouer. Ils ont été à 2 doigts de la faillite de ce début de start-up, de ce début d'entreprise au sein du monde. Donc, ils ont abandonné ça. Ils ont changé de CIO, ils ont pris Gaillard, qui était un businessman, qui est un gars qui avait travaillé au marketing chez Philip Morris, qui a changé le modèle d'affaires, on l'a vu tout à l'heure très rapidement, hein, cette vente directe aux gens, ce revenu récurrent qui venait d'eux. Ils ont fait grandir ça par des tests, d'accord? Là, ça c'est la période où ils ont fait un certain nombre de tests, notamment sur le lac Léman, pour essayer de voir si on vendait 100 machines sur un mois, et un certain nombre de choses. Ils ont été convaincus que c'est un modèle qui était prometteur, c'est tout, hein, puisque ici c'est des choses espérées. Et là, si on regarde nos deux maintenant, ils ont fait passer ce modèle-là en exécution, ils ont lancé, ils ont recruté des gens, ils ont créé des processus, fait du marketing, ils ont engagé Clooney pour faire la promotion, d'accord? Et donc, ils ont poussé ce business model pour monter en croissance et arriver à près de 7 milliards avec un seul produit, les capsules de café. Mais, il y a 5-6 ans, pas mal de brevets sont venus à expiration. Ils n'ont pas réduit le chiffre d'affaires d'ici de ça, mais par contre, ils ont dit « Waouh, alerte !» On a vu des centaines de concurrents arriver avec des capsules fake. C'est-à-dire qu'ils se sont dit « Il y a tellement de machines dans le monde, je fais une capsule qui est 10 centimes moins chère, je vais les vendre mieux que Nespresso. » Donc là, ils se sont dit « Waouh, il faut faire quelque chose. » Là, ils n'ont pas relancé une machine d'exploration, ils ont fait ce qu'Alex a montré avec Tête. Ils ont fait de l'évolution, ils ont fait de la transformation, de l'amélioration. Ils sont lancés dans le B2B pour les hôtels et la restauration, on l'a vu ici dans le hall. Ils ont lancé une proposition de valeur pour des marchés où on ne buvait pas des petits cafés, mais des grands cafés. Virtualine qui arrive tout doucement en France. Ils ont fait l'acquisition de Starbucks. Pourquoi Starbucks? Pour rentrer dans les grandes surfaces avec les sleeves et être en compétition avec les concurrents qui sont là, avec l'idée de repousser ce modèle et de diminuer le risque correspondant de ce modèle Nespresso et qui est intégré dans la famille que vous avez vu tout à l'heure, les boissons. Maintenant, Alex va vous montrer un autre exemple assez spectaculaire quand on regarde les deux portefeuilles. Donc la question, c'est pourquoi Nestlé n'arrive pas à agir, en tout cas depuis Nespresso, un peu comme Amazon, où on a cette idée, ok, là, il y a une grosse machine, la vente en ligne, mais ils étaient quand même capables de systématiquement inventer des nouvelles choses, vraiment radicalement différentes, comme Amazon Web Services, c'est aujourd'hui un business de 30 milliards de dollars. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, pour être capables de continuellement lancer des choses? Mais une chose qui est importante, c'est qu'ils sont très fiers d'échouer. Donc, le CEO, Jeff Bezos, il dit « Ah, on a plein d'échecs, mais ce n'est pas grave parce qu'il faut des échecs pour pouvoir innover. » Et dans la plupart des entreprises, on sait que l'échec, ça veut dire quoi? Suicide de carrière.
qui d'entre vous est dans l'innovation, ici dans la salle? Vous savez que c'est une suicide de carrière ce que vous, vous faites. Mais vous êtes passionné par le sujet, donc c'est bon. C'est pas très grave. Mais dans les entreprises où on a un CEO qui dit « Nous, on est le meilleur endroit dans le monde pour échouer », bah, ils vont attirer des talents qui sont prêts à explorer. Ce n'est pas des échecs bêtes, bah, nouvelle maison de distribution où on échoue. Non, c'est des expériments de nouvelles choses. Maintenant, si on regarde, on va faire un petit exercice. Combien de projets faudrait-il, de projets de 100 000, pas des idées, hein, de 100 000 euros, combien de projets faudrait-il chez Nestlé pour pouvoir reproduire un succès d'1 milliard? Donc vous avez ce petit truc-là avec le portfolio map. Vous prenez ça, vous estimez, vous avez 3 chiffres à estimer. Combien de projets à 100 000 euros faudrait-il pour créer un Nespresso? Et de ces projets-là, si vous dites 10, combien vont échouer? Peut-être 8. Combien vont connaître un certain succès? 50 millions, 500 millions. Allez-y, 2 minutes pour discuter ou 1 minute pour discuter. Combien de projets faudrait-il pour créer un business d'1 milliard? Et combien de ces projets vont échouer? On y va, discutez avec votre voisin. L'avant-dernier exercice. Et on a parfois des gens qui disent 10 000 projets. Ça va investir 1 milliard pour créer 1 milliard, je ne suis pas sûr. Hein. Vous avez deviné quoi? Dites quoi? 500 000. Ça veut dire qu'il faut dépenser plus pour gagner moins. Ça, c'est peut-être en France, mais dans le reste du monde, bah, les petits Suisses, ils doivent quand même faire des blagues sur les Français. On n'est pas très drôle, mais combien? 110-1. Combien vont échouer? 90 à peu près, ok. Vous dites combien? Combien de projets? 250. J'ai pris 12 ce chiffre. Hein, on verra. 250, il faudrait 250 projets. 162 vont échouer. Et puis, il y aura un seul projet qui va vraiment produire un retour surdimensionné. Ben, d'où je prends ces chiffres-là. Si on prend les statistiques de Early Stage Venture Capital, je vois que 65 projets sur 100 sont des échecs. Ils ne vont même pas retourner le capital. Donc, c'est vraiment, on perd de l'argent. 65 sur 100. Parce qu'on ne sait pas, quand on fait l'innovation, si ça va marcher. Et ici, j'ai 35 qui vont connaître un certain succès. C'est-à-dire que ça va retourner le capital peut-être 5 fois. Je mets 100, je reçois 500. Jusqu'à peut-être 5000, mais si je veux regarder vraiment, je veux avoir des gros retours, c'est 4 sur 1000. Donc c'est un joli proxy pour comprendre combien de projets faudrait-il faire dans les entreprises pour réussir. Et dans la plupart des entreprises, parce qu'on est dans une logique d'exécution, on dit quoi? Ah mais on n'aime pas l'échec. Mais quand vous n'aimez pas l'échec, c'est ça que vous allez avoir. Donc vous n'allez pas trouver des projets vraiment très intéressants qui peuvent devenir des vraies vaches à lait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on est incapable de choisir le projet. On aimerait bien, mais ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, les managers, ils partent d'une logique d'exécution parce qu'on connaît le monde. On peut choisir le projet qui va faire un grand retour, mais ce n'est pas le cas quand on parle de l'innovation. Donc pour nous, ça veut dire quoi? Si, par exemple, on est dans une entreprise plus petite ou dans un pays spécifique, c'est peut-être pas 250 à 1, mais c'est peut-être 10 à 1. Mais ça veut aussi dire que le retour de ce projet-là serait plus petit. 10 millions, 100 millions, pas 1 milliard. Mais c'est toujours cette logique que je ne peux pas choisir le vainqueur. Donc, pour nous, aujourd'hui, il s'agit d'aider les entreprises à comprendre que l'échec, ce n'est pas mauvais.
pas l'échec ici, hein. C'est pas gaspiller 500 millions à 1 milliard. C'est des échecs continus pour apprendre. Donc aujourd'hui, il y a des entreprises qui mettent en place cette logique, Gore, Bosch, Sony, etc. Donc c'est ça qu'il faudrait essayer de reproduire. Maintenant, on va terminer avec un dernier petit exercice. Je vais passer la parole à Yves. C'est un exercice qui dure 10 secondes. Donc, prenez une feuille de papier et par exemple, ce que vous pourriez prendre, c'est le dos de ce qu'on vient d'utiliser comme exercice. D'accord, celui-là ou celui-là, vous les retournez. Il faut une page demi-page, voilà, le canevas blanc. Vous prenez un crayon dans votre main. Individuellement. Individuellement, oui. Ça va durer 5 secondes. Je vais vous demander de dessiner quelque chose en 5 secondes. Donc, soyez vraiment très rapide. Hein. Tout le monde a son crayon ou bien un stylo? Alors, vous dessinez une petite maison en 5 secondes. OK, voilà, c'est ce qu'on demande. 5 secondes pour dessiner. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Vous donnez votre feuille au voisin. Et je vais demander au voisin de décorer la maison. Vous avez 5 secondes pour décorer cette maison. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Alors, elle n'est pas beaucoup décorée. Maintenant, vous montrez votre dessin à tout le monde autour de vous, le maximum de personnes. OK? Voilà, voilà. Et vous allez me dire maintenant pourquoi tous vos dessins, en tout cas ceux que j'ai vus jusqu'à maintenant, c'est les mêmes. C'est un carré, un triangle. C'est tous des chalets suisses. Il y a d'autres façons d'habiter une maison, hein? Et donc, si vous faites ça, l'innovation, c'est justement pas faire ce que tout le monde fait à côté de vous. Merci.